À la conquête de l'Arctique, loin du Moyen-Orient, cette zone désertique mais hautement stratégique fait l'objet de toutes les convoitises. Les États-Unis, les Russes, les Chinois dépensent des centaines de millions de dollars pour en prendre le contrôle, vous allez le voir. Mais d'abord, comment vit-on dans le Grand Nord, à moins 30 degrés une bonne partie de l'année? Nous avons suivi une famille française qui vit à Yellowknife, la ville la plus froide du Canada. Et cet hiver a été l'un des plus rudes depuis longtemps. Vous allez voir que les parents et les enfants ne sortent jamais sans 4 couches de vêtements, des bottes en peau de caribou et des gants en peau de phoque. C'est un reportage de Franck Genozo, Léna Soudre et Kelly Sullivan-Denberg. C'est une autoroute vers le Grand Nord, qui n'existe que l'hiver durant. Sur ce lac figé par le froid, une voie temporaire qu'empruntent les camionneurs canadiens. L'éloge de la patience. Ici, la limitation de vitesse est stricte, pas plus de 25 km/h. Mieux vaut éviter de freiner, c'est la règle numéro 1. On se sert du moteur pour ralentir. Blair Weatherby a conduit des camions sur la glace toute sa vie, ou presque. Il le sait, ces conditions extrêmes mettent régulièrement les machines à rude épreuve. Ce jour-là, il fait moins 25 degrés. On a une fuite sur un amortisseur, c'est-à-dire une fuite. Vous l'entendez? C'est arrivé comment? On a dû heurter une roche gelée et ça a percé l'amortisseur qui est en caoutchouc. Son camion de 22 tonnes transporte du gravier depuis les mines voisines sur ce matelas de glace d'1,50 m. Hypnotique, mais évidemment piégeux à l'approche du redout. Toutes ces fissures, elles sont fines, vous voyez. Mais quand elles s'élargissent, ça devient dangereux. Il faut qu'il y en ait 3 qui se rejoignent pour que ça cède. C'est rare, mais ça peut arriver. Au bout de la route, la ville dont on dit qu'elle est la plus froide du Canada. Yellowknife et ses 20 000 habitants viennent de vivre l'hiver le plus rigoureux depuis des années. Près de 70 jours passés sous les moins 30 degrés Celsius. Ok, c'est bon, elle a démarré aujourd'hui. Cette Française est installée ici depuis 10 ans. Là, on a eu des très grands froids ces derniers temps. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, il faut qu'on branche nos voitures à l'avance. Ce câble, relié à l'électricité de la maison via un programmateur, est essentiel. C'est ce qui permet, en fait, à l'huile du moteur de ne pas se figer. Et le matin, comme ça, on est capable de démarrer la voiture. À l'intérieur, vient ensuite le deuxième réflexe quotidien. Tous les matins, on vient regarder ce thermomètre-là qui nous indique la température extérieure. Et c'est ça qui va nous indiquer comment on va s'habiller aujourd'hui. S'habiller est ici toute une gymnastique. Pour les enfants, 3 couches de vêtements, puis une combinaison qu'on remonte bien jusqu'en haut. Protéger les extrémités est une priorité avec des bottes en peau de caribou et des surgants triple épaisseur. Là, c'est de la peau de phoque. Ici, ça va être de la peau de lapin, enfin de la fourrure de lapin. Et à l'intérieur, on a de la laine de mouton. Des gants que l'on garde jusqu'à l'intérieur de la voiture, direction l'école. L'école est toujours ouverte, même quand il fait extrêmement froid. La seule différence dans leur journée, c'est qu'ils ne vont pas sortir, les récréations vont se faire à l'intérieur si on est en dessous de moins 30. À Yellowknife, on tente malgré tout de vivre au grand air, même au cœur de l'hiver. En créant une aire de jeu glacée pour les enfants, par exemple. Ou en allant pêcher du poisson frais, même à 600 km de la mer. Prête pour aller relever le filet? Notre famille française a rendez-vous sur ce lac glacé pour relever le filet posé quelques jours auparavant. Elle fait partie d'une coopérative C'est bon? Ouais. où l'on s'entraide et se relaie pour cette tâche laborieuse. Et si la pêche est ce jour-là modeste, On a une seule truite aujourd'hui. elle a tout de même de nombreux avantages. On est vraiment loin de tout ici. Les chaînes d'approvisionnement pour la nourriture, c'est 1500 km. Là, c'est la nourriture locale, bas carbone, excellente. Mais le Grand Nord a d'autres trésors à offrir. Et il faut pour cela lever la tête. Yellowknife est réputé pour ses aurores boréales, dont la saison débute en ce moment même. Hâte de les voir en été, car là, il fait frisquer.
Ici, les visiteurs ont, dit-on, 90% de chances d'en voir une chaque nuit. Peut-être seront-ils accompagnés par ce guide. Chaque nuit est différente et magnifique. Regardez ça. Dont les ancêtres peuplaient déjà ces contrées inhospitalières il y a plus de 3000 ans. Je n'imagine même pas comment mes ancêtres ont survécu, sans maison, sans parka, sans bottes. C'est vraiment le signe que je descends d'une lignée de durs à cuire qui ont survécu à des températures mortelles. Par ces températures polaires, il est recommandé de ne pas rester plus de 30 minutes dehors. Mais que ne ferait-on pas pour capter un peu de la magie de ces phénomènes atmosphériques envoûtants? Et alors que Donald Trump espère toujours conquérir le Groenland, une véritable guerre stratégique se joue dans l'Arctique face aux Russes et aux Chinois. Mais pour conquérir ces océans de glace, on ne peut rien sans les immenses bateaux brise-glace. Sans eux, c'est bien simple, aucun navire ne peut circuler. Ils peuvent fendre jusqu'à 2 mètres de banquise. Ces bâtiments coûtent des centaines de millions de dollars ou d'euros, mais rien n'est trop cher pour dominer les océans de glace. Reportage de Valérie Astruc et Mazie Gabdelli. Dans le nord de la Baltique, leur silhouette massive fait partie du paysage. En hiver, les brise-glaces ouvrent les routes pour les bateaux de marchandises qui naviguent dans leur sillage. Sans eux, aucun navire ne peut circuler sur cette mer gelée. Vous voyez cette route qu'on vient d'ouvrir? Eh bien, avec cette température à moins 20 degrés, la glace va se reformer derrière en moins d'1 heure. Des navires hautement stratégiques. Nous sommes en Finlande, le champion de la construction de brise-glace. Le brise-glace est crucial pour notre commerce. La Finlande est le seul pays au monde où tous nos ports sont gelés en hiver et notre commerce se fait à 95% par voie navigable. Leur coque est 3 fois plus épaisse que celle d'un navire classique. Ils peuvent fendre jusqu'à 2,5 mètres de banquise. Or, la demande de brise-glace est exponentielle pour un océan tout proche, l'Arctique. Comme la glace fond sur l'océan Arctique, cela crée de nouvelles routes pour les bateaux de marchandises. Mais pour les ouvrir, il faut toujours des brise-glaces. Pour conquérir l'Arctique, la course aux brise-glaces est lancée. Donald Trump vient d'en commander 11. On a cruellement besoin de ces navires parce qu'on a un large territoire. Objectif, rattraper le retard avec la Russie, qui vient d'inaugurer le 8e brise-glace à propulsion nucléaire. On va continuer d'augmenter les capacités de notre flotte de brise-glace pour développer le secteur prometteur du transport dans l'Arctique. Moscou détient déjà plus de 40 brise-glaces. La Chine, 5. Et Washington seulement 3. Il faut donc rattraper le retard. Les commandes occidentales arrivent ici, sur les chantiers navals de Finlande. Nous sommes à Helsinki, ce constructeur se frotte les mains. Le sol est en train d'être préparé pour construire un brise-glace pour les Canadiens. Ensuite, il y en aura 2 pour les États-Unis. À droite, on mettra le premier brise-glace à l'eau quand il sera prêt, sans gêner la construction du second, ici à gauche. Et voici un modèle réalisé dans le même hangar en seulement 2 ans. Le prix d'un brise-glace peut coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Dans le passé, la Finlande a beaucoup construit pour la Russie. Son savoir-faire la rend ultra compétitive. Nous construisons des brise-glaces depuis 100 ans. Grâce à cette expérience, nous pouvons construire un bateau en 2 ans, là où la concurrence met minimum 5 ans. Mais avant la construction, il faut tout tester. Voici un bassin de simulation. Il n'en existe que 5 au monde. Ici, on teste chaque brise-glace et on peut faire descendre la température jusqu'à moins 25. Pour chaque commande, une coque miniature est plongée dans cette piscine. La glace est censée glisser sous le navire pour faciliter la navigation. Chaque modèle est testé pendant 1 semaine dans différentes conditions. Tout doit fonctionner, même quand il fait moins 50 degrés. À cette température, tout se ralentit. Et puis, il y a les plaques de glace qui peuvent faire 20 mètres d'épaisseur. Et le bateau doit pouvoir naviguer à travers ces blocs. Bateaux de croisière de luxe ou bâtiments militaires équipés de brise-glace, avec l'ouverture des routes en Arctique, les carnets de commandes sont pleins.
Les livraisons de brise-glace rapportent chaque année à la Finlande plusieurs milliards d'euros. Un juteux marché, malgré la fin des ventes de brise-glace aux voisins russes depuis la guerre en Ukraine. Et justement, la guerre d'influence que se font les grandes puissances pour s'emparer de l'Arctique implique une véritable préparation des soldats de l'OTAN pour se battre dans des conditions extrêmes face à la menace russe. Nous avons pu filmer ces militaires français lors d'un entraînement intense en Scandinavie. Ils apprennent à plonger dans l'eau glacée, à voler dans l'air glacé. Ils apprennent aussi à se repérer dans ces étendues gelées et à tirer. Vous allez le voir, c'est très différent d'une guerre classique. Valérie Astruc et Théophile Aubriot. À portée de missiles russes, des blindés dans l'extrême nord de la Scandinavie. Au sol, des marines américains répètent la guerre. L'OTAN a fixé le scénario. Un ennemi a envahi la Norvège. L'ennemi, on le devine, c'est la Russie. S'entraîner à tous les pièges du Grand Nord. Tire, tire, tire. L'exercice mobilise 32 000 soldats venus de 14 pays alliés. Les États-Unis sont présents. Rassurer les partenaires après les menaces de Donald Trump sur le Groenland. Ça démontre notre détermination à défendre tout pays membre de l'OTAN en cas d'hostilité. L'armée française aussi en branle-bas de combat. Le Mistral, porte-hélicoptère amphibie, participe à l'exercice. Sur le pont, des appareils prêts à décoller. Pour ce pilote, les conditions de vol seront délicates. On a tout ce qui est perte de référence avec la neige, le souffle qui fait lever la neige. Donc c'est comme du sable qui pourrait se lever, c'est la neige, donc on voit tout blanc. Apprendre à se repérer dans cette immensité gelée. Éviter d'atterrir sur des lacs recouverts de neige. Aujourd'hui, des appareils français et néerlandais volent ensemble. Mission du jour, détourner l'ennemi pour l'empêcher d'avancer en larguant des hommes au sol. Ils vont déposer des billes de fatigue pour faire croire à l'adversaire qu'on est en train de vider le terrain. Atterrissage risqué, la couche de neige est épaisse. Les hommes s'enfoncent, leur progression sera difficile. Or, face à ces grandes manœuvres, Moscou affiche sa présence. Au moment même où se déroule cet exercice, 2 avions militaires russes ont survolé les abords des côtes norvégiennes sans pour autant pénétrer l'espace national. Des avions de chasse norvégiens ont décollé pour les observer. Le message est clair, tout le monde se surveille. Le commandant du Mistral a été prévenu par l'état-major norvégien. Mourmansk, la grande base militaire russe, n'est pas très loin. Quand les bateaux russes appareillent de chez eux, ils transitent dans la zone dans laquelle on se trouve. On est capable, parce que ces procédures existent, de se parler pour être sûr qu'on se comprend bien et qu'il n'y a pas de montée de tension par incompréhension. Donc, inévitablement, nous nous croisons. Garder son sang-froid pour suivre les opérations. Des engins de débarquement font des rotations pour déposer des soldats néerlandais, britanniques et français. 50 kilos sur le dos, de quoi se défendre et survivre par moins 20 degrés. Pour rejoindre la plage de débarquement, 3 heures dans la barge, sous un vent glacial. On se réchauffe comme on peut. Oui, allez. Ok, feu. 1 heure du matin, mission de reconnaissance pour sécuriser la zone. Neige, verglas, la nuit sera courte. Ma dernière mission c'était Djibouti, donc j'ai plus l'habitude d'avoir chaud que d'avoir froid. Bon, en dynamique ça va, mais en statique ça risque d'être compliqué je pense. À l'arrière, liaison établie entre les alliés, communication obligatoirement en anglais. All cheer, from Attila. Après 36 heures à terre, ces soldats rejoindront le Mistral. La guerre au Moyen-Orient a obligé la France à réduire la voilure dans le Grand Nord. Mais la menace russe est toujours là, pas question d'être absent.